Il est 7h43, c'était Jimmy Cliff avec I Can See Clearly Now, une belle chanson de soleil qui peut sans aucun doute convenir aux vacances, même si le propos est beaucoup plus profond que celui-là. On y reviendra peut-être. Il faut tout de suite vous parler donc vous vous souvenez là, que la suspension de la loi 21 avait été rejetée par une décision de cour la semaine dernière. Eh bien, on apprenait hier que le Conseil national des musulmans canadiens ainsi que l'Association canadienne des libertés civiles, ainsi qu'une personne du nom de Ishraq Nourel Haq, une étudiante en enseignement qui porte le hijab, souhaite obtenir une suspension immédiate des articles de la loi qui interdisent aux employés du secteur public de porter, enfin, certains employés du secteur public de porter des signes religieux au travail et qui oblige, il faut le dire aussi, c'est aussi une loi qui oblige les gens à donner ou à recevoir des services publics à visage découvert. Alors, bref, ils ont fait valoir en Cour supérieure que la loi causait des torts sérieux et immédiats aux minorités religieuses et que son application devait être suspendue pour la durée de la contestation judiciaire sur le fond parce qu'ils veulent ultimement faire invalider cette loi qui serait contraire, selon eux, à la Constitution canadienne. Alors, ils ont déposé donc hier, je le répète, une demande d'autorisation d'appel de la Cour supérieure qui, elle, avait refusé jeudi dernier de suspendre la loi parce qu'ils estiment que le juge Michel Hiergeau a commis un certain nombre d'erreurs de droit importantes dans sa décision. Alors, c'est à suivre cette affaire-là, mais jason tout de suite, parlons-en avec notre brillant ami David Leroux qui est au bout du fil. Bonjour David Leroux. Bonjour Nick Payne, ça va bien? C'est un plaisir. Oui, vous, merci d'être avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Je sais que ce genre de sujet vous inspire déjà d'emblée et puis plus spécifiquement ce dernier développement, là, comment vous voyez ça? Bien, en fait, j'ai vu ça comme une grande nouvelle la semaine passée. La belle province ne serait peut-être pas si fasciste qu'on le prétend. Dans les hauts lieux du savoir depuis les années 50. En tout cas, c'est ce qu'elle laisse entendre, je crois, le jugement de Michel Hiergeau. Écoutez, je crois qu'il faut faire un petit récapitulatif quand même de la situation politique. Allons-y. Oui, alors l'automne dernier, l'élection de la CAQ, c'est en réalité l'élection d'un parti bleu à Québec. Parce que je crois que c'est plus utile pour le Québec de décrire la scène politique en termes de bleu et de rouge qu'en termes de gauche et de droite, comme le font les Français chez eux, par exemple. Parce que nous, ce qui a marqué notre histoire, vraiment, c'est l'alternance entre les nationalistes un peu plus conservateurs, que sont les bleus, et les progressistes libéraux, que sont les rouges. Un clivage qu'on est en train d'exporter ailleurs en Occident, on dirait. Hein? Oui, ça pourrait être bleu et rouge ailleurs aussi maintenant. Effectivement, c'est d'ailleurs une des choses que je défends dans mon livre qui est sorti l'automne dernier, c'est qu'on est un peu à l'avant-garde de tout ce mouvement occidental. Mais bon, là n'est pas le but de ma chronique, là. Oui, passons, là. Donc, l'élection d'un parti bleu à Québec, résolument nationaliste, résolument conservateur, élu d'ailleurs très majoritairement par le Québec français. Le Québec français de tradition catholique, il faut le dire aussi. Le Québec de souche, là, malgré tout ce qu'il y a de radioactif dans cette expression. Cette élection-là a évidemment exacerbé certaines tensions dans la société québécoise. Parce que, depuis des années et des années, c'était le progressisme libéral, même au sein du Parti québécois, qui était au pouvoir. Il faut le dire, c'est très important de le dire. Alors, évidemment, cette élection-là, on devait s'y attendre au départ, allait susciter les hauts cris là, de la gauche libérale, des universitaires, des grands médias traditionnels aussi. Les accusations ont été nombreuses dès l'élection et dès l'annonce par la CAQ de son désir de légiférer immédiatement sur la question de la laïcité de l'État. C'était un festival de Point Godwin dès le début, donc l'appel au fascisme et à la bête immonde ont été très, très nombreux. Alors, pour nos auditeurs qui seraient moins familiers avec les débats enflammés sur les réseaux sociaux, le Point Godwin, c'est lorsqu'on en appelle au parallèle avec les nazis, Hitler, en fait, tout ce qu'il y a de pire si on veut, c'est le retour en force de la grille d'analyse de la Deuxième Guerre mondiale. On peut dire ça comme ça, à tout peut-être de façon abusive
abusive parfois pour fermer un débat et dire « vous êtes fasciste, vous êtes raciste ». Et c'est intéressant, Nick, parce que vous parlez des réseaux sociaux. Effectivement, c'était une stratégie souvent utilisée par les gens qui s'obstinent sur les réseaux sociaux, là, qui font des fameux dialogues de sourds, des débats de sourds, si je peux dire. Mais le point Godwin s'est exporté dans l'espace public sans aucune gêne avec le débat sur la loi sur la laïcité, le projet de loi 21. Le premier à en faire usage, ça a été le chroniqueur Luc Lavoie, qui a carrément comparé l'élection de la CAQ et l'enthousiasme des Québécois face à François Legault et au PL 21 à celui du peuple allemand en 1933 face à Hitler. Donc, on se gêne plus, là. Ça y va, là. Oui, évidemment, les excuses étaient arrivées quelques heures, quelques minutes plus tard même, mais enfin, vous avez raison, on est passé par là, c'est vrai. Oui, effectivement. Il y a une certaine gêne là, qui s'est levée, si je peux dire. Donc, il faut aussi... C'est, je crois, très important de retracer cette idée-là, l'origine de cette idée selon laquelle le Québec aurait naturellement des sympathies pour les régimes autoritaires, pour les sombres idées fascistes, parce que c'est pas quelque chose de nouveau, ça. C'est pas apparu avec les réseaux sociaux et c'est pas apparu avec Luc Lavoie. C'est apparu bien avant, en fait. Un des premiers à parler de ça, ça a été Pierre Elliott Trudeau dans les années 1950, avant même donc d'être élu premier ministre du Canada. Trudeau, père, développait une thèse déjà à ce moment-là où il expliquait que les Québécois, n'ayant jamais eu à lutter pour la démocratie, avaient fait de la démocratie davantage une tactique qu'une fin politique en soi. Alors, on n'a pas ça en nous, hein? On n'a pas ça en nous, exactement. Et qu'on a, en réalité, nous, on souffre d'immoralisme social et politique, et ce sont les mots exacts qu'il utilisait pour parler de l'esprit politique des Canadiens français. Alors, naturellement, on souffrait d'immoralisme social et politique et qu'on vit dans une démocratie déficiente et qu'on est sympathique donc à toutes les façons de faire typiques des régimes autoritaires. Alors, ce que vous nous dites, c'est que l'appréciation du projet de la loi 21 s'inscrit dans ce cadre intellectuel-là, sous cette présomption-là, en partant d'avance là, que le Québec est un endroit où la démocratie et les notions, oui, c'est ça, de démocratie, sont en moins bonne posture qu'ailleurs. Il y a néanmoins sans doute, si on sort du Québec, des réticences face à ce type de réglementation ailleurs. La France est évidemment va beaucoup plus loin que nous sur ce terrain-là, mais elle a vécu les mêmes, tout de même, le même opprobre, les mêmes débats sur cette question-là, même si c'est un peu plus réglé là-bas aujourd'hui. Oui, absolument. Évidemment, en son temps, ce débat-là a fait de grandes vagues en France. Et évidemment, on se souvient, il y a beaucoup de communautés religieuses au Québec, il faut le dire aussi, qui sont arrivées suite au passage à la loi de 1905 en France. Donc, même la communauté catholique en France s'est sentie un peu rejetée de l'espace public et s'est exportée au Québec, qui était une terre beaucoup plus accueillante pour les catholiques à l'époque, évidemment. Donc oui, ce débat-là a eu lieu en France. Mais donc, cette idée au Québec, tout le discours qui dénonce le projet de loi 21, qui est le discours de ces personnes qui ont intenté qui ont lancé la demande d'injonction, en fait, qui a été rejetée la semaine dernière par le juge Michel Hiergeau, tout ce discours-là prend racine dans cette idéologie-là, qui est l'idéologie libérale de Pierre Elliott Trudeau. En fait, c'est pas lui qui l'a inventé, bien sûr, mais il a été un des chantres les plus importants au Québec. C'est un de ceux qui a d'ailleurs fait du Canada un pays fondamentalement, en sa constitution même, adepte de cette idéologie-là, parce que l'idéologie selon laquelle le Québec aurait des sympathies fascistes et les droits de l'homme seraient moins respectés ici. Cette idéologie-là est celle qui est à la base de la Charte canadienne des droits et libertés qui a été adoptée en 1982. Il ne faut pas l'oublier. Alors, tout ce discours-là prend racine dans cette idéologie-là. Ça, c'est très important de s'en souvenir. Ce que nous apprend le juge, par contre, et c'est absolument extraordinaire. Moi-même, je ne m'y attendais pas. Les Québécois seraient peut-être du bon côté de l'État de droit, finalement. C'est extraordinaire. Dans son jugement, l'honorable Michel Hiergeau dit que les regards hostiles et les paroles blessantes de certains citoyens à l'égard des plaignantes, donc des personnes qui
qui ont fait de la demande d'injonction, et qui disaient d'ailleurs il faut retirer cette loi-là, il faut la rendre, la suspendre pour le moment pour plusieurs mois. Alors, ces personnes-là disaient justement une des raisons pour lesquelles il faut le faire, c'est que depuis son adoption, on subit des regards hostiles, des paroles blessantes. Il y a de déplorables dérives racistes qui ont été réveillées dans la société québécoise, donc toujours cette espèce de tendance sourde là, qui ramperait dans notre société démocratiquement déficiente. Le juge a dit que ce n'était pas des dérives qui étaient dues à l'adoption de la loi, et qu'au contraire, la loi cherchait à endiguer ces dérives-là. Avant là, une distinction intéressante. Alors, ce n'est pas un propos qui nie, parce qu'effectivement, c'est ce qui rend ce débat très complexe, c'est qu'il y a bien sûr, enfin, me semble-t-il, aussi gravitant autour de ceux qui sont en faveur de cette loi, des gens qui sont un peu moins bien intentionnés. C'est-à-dire qu'il y en a quand même de la xénophobie ou une certaine forme de je dirais pas jusqu'au racisme en ce qui me concerne, mais en tout cas, oui, une forme de xénophobie ou d'intolérance ou de motifs certainement moins nobles. Mais alors, vous nous dites que ce que dit le juge, c'est que ça ne dépend pas de la loi, ça n'émane pas de cette loi. Non, au contraire, la loi cherchait à apaiser ce genre de tension-là. Et en réalité, ce qu'on doit lire derrière ce jugement-là, et c'est très intéressant, c'est que les Québécois, en réalité, subissent des tensions qui sont inhérentes aux demandes d'accommodement qui sont dues au multiculturalisme. Et la loi, elle, cherche justement à éliminer ce problème-là, à apaiser des tensions. Les tensions vécues par un peuple, qui est le peuple québécois francophone, qui, rappelons-le, n'a pas réussi encore dans son histoire à conquérir sa souveraineté et son indépendance. Évidemment, si jamais elle parvient à cette fin, ce sera dans un rayon très limité, là, puisqu'on ça ne concerne que certains employés de l'État. Oui. Ça s'arrête là. On n'est pas du tout on ne touche pas à l'espace public, ni même aux sociétés paragouvernementales ou à d'autres espaces. C'est très modéré comme loi. C'est très, très modéré. Mais tout de même, ce qui s'exprime ici, c'est ce qu'exprime l'honorable Michel Hiergeau, c'est que le Québec vit une tension par rapport à des communautés qui habitent au sein de sa société et qui, plutôt que de vouloir pour reprendre le gros mot là, qui n'est pas à la mode, plutôt que de vouloir s'y assimiler, ou on pourrait dire s'y intégrer politiquement, culturellement, plutôt que de chercher à s'y intégrer, vont plutôt revendiquer, au nom des droits individuels, qui sont à la base de l'idéologie importée ici par Pierre Elliott Trudeau à partir des années 50. Donc, ils vont revendiquer des droits individuels. Le droit, en réalité, de quoi? Le droit de se dissocier de façon visible de la société à laquelle ils appartiennent. Alors, et ça, c'est quelque chose qui heurte un peuple et qui heurte la majorité des Québécois, la majorité qui est en faveur de la loi sur la laïcité, non pas pour taper sur la tête du grand et saint autre, mais plutôt pour apaiser, justement, pour permettre un apaisement des relations entre ces autres et pour que ces autres deviennent un peu, non pas pareils à nous, parce qu'évidemment, l'identité est une question éminemment complexe, l'identité nationale, mais pour qu'éventuellement les générations suivantes se sentent plus intégrées. Donc, c'est l'objectif de cette loi-là, et je trouve ça très intéressant que la Cour supérieure ait reconnu ça dans le projet de loi 21. Et il l'a dit et a osé le dire à des gens parce qu'il est très facile aujourd'hui de se présenter comme victime du racisme et d'avoir raison partout. Eh bien, j'ai été très, très heureux de voir la semaine dernière que le juge Hiergeau n'était pas tombé dans le panneau. Dans votre discours, David Leroux, on va presque terminer là-dessus. Vous intégrez complètement alors à l'intérieur de ce problème-là et du débat autour du projet de loi 21, la notion de distinction nette entre le Québec et ses velléités, disons, autonomistes ou nationales ou nationalistes et le Canada et sa politique multiculturaliste. Est-ce qu'on peut toujours dire que c'est à l'esprit
de l'homme de la rue, du Québécois, de la Québécoise moyenne, lorsque vient le temps d'apprécier cette question-là? Est-ce qu'il n'y a pas des gens pour lesquels c'est simplement une affaire d'intégration et de saine méfiance, ou pas, là, d'autres diront que c'est incorrect, mais enfin bref, de méfiance devant la manifestation ou certains, j'allais dire, fondamentalisme ou fanatisme religieux, puis que ça s'arrête là, au fond. C'est pas nécessairement un conflit Québec-Canada pour tout le monde, là, cette affaire-là. Non, absolument pas. Je crois que pour la plupart des gens, ce n'est pas explicitement senti comme un conflit Québec-Canada, mais dans les faits, ce l'est. Et c'est un peu ce que je voulais dire avec ma chronique de ce matin, c'est que dans les faits, ce l'est. Et fondamentalement, c'est ce qui s'exprime au sein de ces tensions-là. Il faut en prendre conscience, et il faut que les Québécois en prennent conscience. Mais effectivement, non, explicitement, ce n'est pas ressenti comme tel. C'est pas ressenti comme tel, mais si on est confronté aujourd'hui de plus en plus à certains diront à la diversité religieuse et culturelle. Moi, je dirais plutôt à un refus d'intégration de certaines communautés parce que, évidemment, chez toutes les communautés, par exemple la communauté arabo-musulmane, il y a toute une quantité de citoyens, de gens qui sont bien intégrés, qui ont le désir de bien s'intégrer à la société québécoise. Ah oui, bien sûr, là, on aurait tort de mettre tout le monde dans le même panier. Ceux qu'on voit et qu'on entend, ce sont en général des militants là, qui ont un discours même organisé, là, carrément. Là. Alors, il nous reste à peu près 30 secondes. Parlons-en un instant de ces personnes qui contestent la loi. Normalement, quand un juge refuse une forme d'injonction comme celle-là, c'est parce que, selon lui, il n'y a pas de préjudice irréparable, immédiat, urgent à contrer en quelque sorte. C'est avec cela que les demandeurs sont en désaccord. Vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on pourrait détricoter l'effet de la loi un jour si tant est que la justice devait, en dernière instance, l'invalider, la suspendre? Ben, écoutez, je ne suis pas juriste, alors c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question-là. Moi, je crains que oui, là, en éternel pessimiste, là, j'ai l'impression que c'est toujours possible de la détricoter, la loi. On verra ce qui résultera de l'appel qui va être déposé. Écoutez, j'espère que ça ne le sera pas. J'espère que la Cour supérieure et les cours aussi plus élevés réussiront à garder l'œil froid qu'il faut face à cette loi-là et à montrer au monde finalement que le Québec est un État de droit tout à fait légitime et qu'il n'y a pas dans le désir et dans le cœur profond des Québécois français, il n'y a pas de désir fasciste et raciste inhérent à notre façon de légiférer. Là. Bon, vous êtes bien entendu, David Leroux, on vous reparle dans quelques instants. Je précise au bénéfice de nos auditeurs que nous aurons demain un autre point de vue sur cette question. Frédéric Bérard, chroniqueur au journal Métro, qui est bien sûr connu pour une position qui n'est pas du tout la même que la vôtre. Ce sera intéressant d'entendre le porte-à-faux, la différence de même. Radicalement opposé, je crois. Oui, on se reparle tout à l'heure, David Leroux, au sujet de Boris Johnson. Chers auditeurs, il est 8 heures. Bon matin, bonne journée, bon déjeuner, bon réveil à tous. À tout de suite.